On a une bonne vingtaine de minutes pour discuter et il y a beaucoup de matière. Franny, peut-être que tu peux revenir. Merci beaucoup. Et puis Fabienne aussi, peut-être que ce sera l'occasion de continuer à vous poser des questions à toutes les trois, parce que vraiment les trois interventions se répondent et c'était comme ça qu'on l'avait imaginé. Moi, j'avoue tout de suite que lorsque on a passé l'appel à communication et que j'ai reçu vos propositions, je découvrais le travail de Raymond Darcier et je ne sais pas si je suis la seule aujourd'hui, mais je vous remercie vraiment pour l'avoir développé et nous avoir montré dans tous ces détails. Mais d'ailleurs, merci Marie pour avoir continué et éprouvé la matière avec nous pour Raymond Darcier, parce que ce que vous avez fait, c'est en fait leur confectionner une existence palpable à toutes ces femmes. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'en plus de cette histoire de l'art qui se construit, de ces formes artistiques, il y a justement une histoire de l'art qui se construit en parallèle. Vous en avez un petit peu parlé rapidement, mais il y a Griselda Pollock à ce moment-là qui écrit avec par cœur Maîtresse d'autrefois. L'ouvrage a été traduit en français il y a très peu de temps. Enfin, c'est pour dire, on est dans les années 70-80, mais il faut quand même attendre jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir le lire en français. Et c'est un ouvrage qui aborde déjà la question du textile chez les artistes femmes et artistes féministes. Et la question du quilt y est posée dans tout un chapitre, c'est-à-dire ces couvertures que l'on coud ensemble. Il y a un travail aussi de discussion entre femmes qui se fait et d'artisanat. Et en fait, cette distinction artisanat-art qu'on a déjà abordée hier, elle se joue aussi sur une distinction masculin-féminin qu'on continue d'interroger. Et quand on regarde le travail d'Apakanovic, si on doit faire le lien, le fait qu'elle parle d'énormes sexes en textile, en sculpture textile, ça a tout un autre sens lorsqu'on sait que c'est une artiste femme qui le dit. Et on le verrait différemment si c'était un artiste homme qui avait fait ce type de création dans l'espace. Voilà, c'était plutôt de l'ordre d'une remarque et je voulais rebondir sur ce que vous nous aviez présenté. Et je vous remercie toutes les trois. Il y a aussi de la similitude formelle, malgré l'éloignement de ce travail avec le travail de Apakanovic. Il y avait les guerriers que vous avez montré, cette maille en fer, donc ça me fait rappel à des sculptures où aussi elle mettait des pics comme ça à ces sculptures. Est-ce que vous voudriez répondre? Alors moi, je trouve que justement cette question de la réception, elle est aussi très intéressante parce que, en fait, pour la 10e Biennale de Paris, Raymond Darcier voulait montrer, donc au nom du père, et le commissaire responsable de la Biennale lui a dit que son œuvre était trop proche de l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Et c'est assez intéressant parce que ce qui les rassemble, c'est simplement que ce sont des figures féminines monumentales. Elles ne se ressemblent ni par la matière, ni par le propos. Et ça, donc, c'est un biais de la réception critique qui a été analysé par Griselda Pollock, qui explique que finalement, les femmes vont toujours être jugées, en tout cas, jugées différemment des hommes, au sens où leurs travaux on va considérer que leurs travaux manquent d'originalité. Voilà, donc c'est pour simplifier. Donc ça rentre complètement dans cette idée que oui, qu'on est sur une redécouverte, peut-être pas, en tout cas une institutionnalisation des œuvres de Raymond Darcier et des œuvres de cette période. Peut-être préciser que le travail de Raymond Darcier a été montré dans quelques expositions collectives ces dernières années. Je pense au musée de Saint-Étienne, au musée Carnavalet et à cette acquisition au Centre Pompidou d'Au nom du père, où l'œuvre a été présentée dans le cadre des collections permanentes. Mais effectivement, ça reste quand même assez maigre, si on peut dire. Oui, elle est encore vivante, mais en mauvaise santé, comme me l'a confié Marie. Pour compléter, pour la généalogie des achats, pour ma part, comme je me suis intéressée très tôt dans milieu des années 90, c'est que j'ai rencontré effectivement Raymond Darcier encore
bien vivante. J'ai tenté pendant longtemps de faire acheter cette œuvre parce que je la trouvais majeure, et notamment quand il y a eu l'expo Elle au Centre Pompidou, j'avais écrit un texte dans le catalogue où j'ai absolument voulu et insisté pour que l'œuvre soit reproduite, ce qui était le cas, mais jamais il y a eu volonté d'acheter cette œuvre. En fait, on n'achetait pas encore en 2009 les œuvres des artistes femmes des années 70. Donc c'est très récent. Et c'était vraiment, voilà, c'était un travail, des travaux complètement délaissés. Et les musées, voilà, n'avaient pas, je dirais, la justesse ou n'avaient pas l'œil et l'intelligence d'acheter ces œuvres quand il aurait fallu le faire. Ce qui aujourd'hui pose problème avec ces œuvres complètement refaites de Raymond Darcier parce que dévorées par les rats dans sa cave, avec des travaux qui ont pris des valeurs aujourd'hui que voilà, c'est devenu recherché, donc ils ne peuvent plus les acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc je trouve que c'est voilà, des questions effectivement cruciales de préserver les travaux des artistes femmes, et que heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de conservatrices, et merci aux conservatrices, d'organiser les journées d'études et de permettre aussi, je pense, d'appuyer les achats qui sont nécessaires. Je vous dirais un peu d'une manière anecdotique, il y a une artiste polonaise vivante, jeune, qui s'appelle Monika Drożyńska, qui fait qui brode en fait les inscriptions, un peu comme l'a fait Annette Messager, et qui transmet les messages politiques très engagés, souvent féministes. Et elle l'accuse également, quand elle voyage en PKP, donc en train polonais, elle l'accuse sur les derrière-têtes des sièges de train. Et il n'y a pas longtemps, elle a eu un procès fait par la compagnie de train pour la détérioration, voilà, des biens qui appartient à cette compagnie-là. Donc c'est très intéressant parce que finalement, elle a fait ces messages pour être dans l'espace public, pour voilà, une sorte de graffiti, on peut dire, si vous voulez, de fil. Et finalement, voilà, il y avait ce procès. Je me rappelle, elle a finalement gagné ce procès, n'est-ce pas? Elle a dû payer, non, elle a dû payer quelque chose, mais c'était voilà, une somme minimale, symbolique. Sauf que ça a aidé finalement à elle-même d'être connue dans les milieux peut-être où elle n'était pas forcément connue. Mais aussi, je me rappelle, il y avait une exposition. Drożyńska, elle est beaucoup exposée dans des galeries. Elle était à Zachęta, si je me souviens bien aussi, n'est-ce pas, Michał? Mais elle était présentée à Zamek Ujazdowski dans son d'art contemporain polonais. Mais il y a quelques années, il y avait une grande exposition des artistes qui brodent à Wrocław, dans le musée national, mais quand même dans le musée ethnographique. Donc on travaille toujours. Oui, et je voudrais souligner qu'aussi en Pologne, on a les mêmes problèmes avec les achats des sculptures faites des tissus. Je voudrais souligner Maria Pinińska-Bereś, qui est une artiste au début qui s'occupait de la sculpture traditionnelle, utilisant le bois, les bétons, les matériaux traditionnels pour la sculpture. Elle était élève de Xavier Donikowski. Son mari était aussi un sculpteur qui utilisait surtout le bois. Et elle a devenu une figure phare de l'art féministe en utilisant les tissus pour construire ses sculptures. Et encore, elle a accentué les couleurs parce qu'elle utilisait surtout les tissus rosés, comme la couleur des femmes. Et maintenant, on valorise aussi cet héritage en achetant les sculptures des années 60 et 70. Et c'est ça aussi pour nous faire des efforts, parce que ces matériaux, les tissus, elle voulait qu'il ait la couleur rosé vif. Et après quelques années,
après un demi-siècle. La couleur n'est pas vraiment vive, mais encore sa fille est vivante. Elle travaille beaucoup pour faire que la couleur soit vive. Alors ça, nous avons heureusement cette transception de sa fille qui travaille pour cela. Et c'est vrai que cet art est valorisé maintenant. Et Piniska Beres a une grande rétrospective au Musée national de Wrocław. Et cette année à Hague et l'année prochaine en Rome. Alors ça se passe. J'ai une petite question. Est-ce que les artistes polonais, par exemple Alina Szapocznikow ou Magdalena Abakanowicz, est-ce qu'elles étaient connues par les artistes françaises en France pendant l'année 80? Oui. Alors la question, c'est les rapports entre les artistes polonaises et les artistes françaises. Alors dans mon souvenir, je crois que... Ah. Alors ça, je ne sais pas. Dans le cas d'Abakanowicz, en tout cas, elle avait une réputation internationale. On sait bien que lors de l'inauguration de Beaubourg, elle avait été invitée par Daniel Spoerry. Donc on peut imaginer que l'aura, ou en tout cas la réputation d'Abakanowicz, elle ne pouvait pas être totalement ignorée ou inconnue, me semble-t-il. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose à propos, je dirais, de la conservation des sculptures, parce qu'il est vrai que, travaillant à Bourdelle avec Lily, on sait bien que même la sculpture apparemment durable, elle est infiniment fragile. Donc, l'idée que finalement le plâtre ou le bronze serait pérenne, c'est à la fois vrai et faux, parce que c'est toujours un tour de force de conserver les formes qui, par définition, sont toutes appelées à disparaître, à commencer par la nôtre. Donc, en fait, quand on est dans un musée, on est dans cette espèce de paradoxe qu'on veut conserver, transmettre quelque chose qui est de toute manière appelé à s'effacer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je voudrais juste dire que la sculpture, même en bronze, n'est pas un art immobile. Et que quand on travaille dans un musée de sculpture, on sait que les œuvres changent infiniment à la lumière. Et que quand vous êtes aujourd'hui dans le parcours des collections permanentes que nous avons repensées, on sait bien qu'aux heures du jour, les œuvres ne sont absolument pas similaires si vous passez à 8 heures du matin ou à midi ou à 5 heures ou l'éclairage le soir. Donc, il y a peut-être un correctif à apporter dans le fait que même le bronze ou le marbre n'est absolument pas fixe. Et quand il s'agit de remodeler l'éclairage dans le hall des plâtres pour que la lumière artificielle vienne finalement prolonger et pallier la baisse de la lumière, ça a été Ophélie a travaillé évidemment avec des gens très très compétents, mais il y a toujours cette interrogation du fait que se dire que si les formes sont là, elles sont vivantes. Et qu'enfin d'ailleurs, tous les monuments, tout le monumental n'est pas nécessairement la valorisation de quelque chose d'héroïque, parce que le premier monument de Bourdelle, qui est un monument combattant de 1870, c'est un monument à une défaite, à une perte, et c'est la mort qui est mise qui est entre guillemets dénoncée ou mise en scène. Donc c'est juste un petit correctif que je voulais apporter. Alors c'est intéressant ce que vous dites et je vous rejoins. Par contre, symboliquement, ce qui est recherché dans le matériau dur, c'est quand même une certaine forme de pérennité. C'est difficile de le nier. Et puis, il y a aussi la question de la représentation du corps féminin, puisque les femmes sont rarement célébrées, en tout cas au XIXe siècle et au tournant du XXe siècle,
pour autre chose que leur beauté plastique. Et c'est en cela, en fait, que le travail d'Arcier vient formuler une critique. Mais bien évidemment, la sculpture, la matérialité de la sculpture appelle à une certaine poésie et à une évolution tout au long de sa vie de sculpture et de son temps d'exposition. Je voulais répondre plus précisément à votre question sur le lien avec les artistes polonaises, notamment, alors pas forcément en 1980, mais dans les années 70, il y avait des liens. Récemment, nous étions à Grenoble pour une journée d'études autour d'Alina Shapochnikov, et pour ma part, je l'avais incluse dans mon travail parce qu'elle était montrée et connue à ce moment-là des autres artistes, et notamment quand j'ai recherché pour cette communication les liens qu'elle pouvait avoir eu, Annette Messager la cite très clairement comme étant une artiste source pour elle, elles étaient proches. Dorothée Sels m'avait aussi, dans un témoignage, quand je lui avais demandé quelles étaient les artistes qu'elle avait regardées importantes, m'avait signalé Alina Shapochnikov, alors que moi, quand j'arrivais au milieu des années 90, je n'avais pas idée que Alina Shapochnikov avait existé. Hein, donc j'ai mené des recherches. Et puis pour Magdalena Abakanowicz, oui, elle était présente et elle faisait partie. Il y a eu des rétrospectives, notamment il y a eu une exposition au Musée d'Art moderne, il y a eu des choses. Donc oui, c'était des artistes parfaitement identifiés. Et il y avait d'autres artistes polonaises, par exemple Ruth Franken, qui ne fait pas partie des artistes directement textiles, hein, qui avaient aussi des liens avec, par différents biais, on peut se dire qu'elles se connaissaient. Hein. Donc oui, les artistes polonaises plus largement participaient, se connaissaient, étaient connus des artistes. Alors Raymond Darcier est un peu un cas à part parce qu'elle était plutôt autodidacte. Donc je ne suis pas certaine que, évidemment, elle a vu des choses, mais elle n'avait peut-être pas la même culture que des artistes qui avaient été passés par des beaux-arts ou avaient eu une famille voilà, qui avait, comme pour Dorothée Sels, des affinités dans le champ artistique. Mais en tout cas, on peut dire que clairement, les artistes polonaises de cette époque étaient connus de ces artistes des années 70. Et j'en profite pour lire une question qui a été posée sur le chat en ligne. D'ailleurs, n'hésitez pas en ligne si vous avez d'autres questions, qui est une question sur les influences de Raymond Darcier. Alors, vous en avez un petit peu parlé, mais qu'elle était donc autodidacte. Mais est-ce qu'il y avait d'autres... outre le fait qu'elle soit autodidacte, elle a peut-être comme quelque chose, des choses dans l'œil, elle avait peut-être un musée imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, en sachant que la question... revenait sur Spohéry. A priori, la personne qui est en ligne voyait un peu de Spohéry dans les œuvres que vous nous avez montrées. Alors, en tout cas, dans son autobiographie, ce que dit Raymond Darcier, c'est qu'elle a beaucoup regardé Niki de Saint-Phal, et qu'elle a regardé Klaus Handenburg aussi, et Louise Bourgeois lors d'un voyage aux États-Unis. Donc pour les influences, en tout cas dont elle parle, elle, c'est un petit peu, je pense, les trois artistes qu'on peut citer. On pourrait dire aussi que elle a vu toutes les artistes féministes des années 70 puisqu'elle était dans ses courants, ses mouvements, qu'elle y circulait. Donc on peut rajouter à ça tout le bagage qu'elle ne va pas forcément citer, mais qui forcément a traversé son regard. Je pense aussi les artistes dont on vient de parler, quand elles ont été exposées dans les années 70, elle les a... peut-être pas forcément vu toutes les expositions, mais au moins dans les revues des années féministes des années 70, que là, elle a forcément eu sous les yeux. Peut-être qu'elle n'a pas regardé les revues artistiques, mais en tout cas les revues féministes, on peut dire qu'elle a vu circuler beaucoup de choses quand même. Bonjour. Merci pour ces présentations. Et j'aurais une question par rapport aux conditions de fabrication. Je me demandais si le fait de... hier, on a vu des vidéos, enfin j'ai vu en ligne des vidéos sur les productions d'Abakanowicz qui étaient dans son atelier. Donc c'était au moment de la monstration qu'elle pouvait voir l'ensemble des œuvres parce qu'elle n'avait pas la place. Donc je me posais la question pour les autres artistes si les conditions de création étaient dans des ateliers qui peut-être étaient étroits et si... peut-être ça a contribué à augmenter une forme d'invisibilité de leur travail parce que finalement, il fallait
un espace de monstration où il y avait un temps de latence entre le moment de création et puis le moment où ça devient apparent aux yeux de beaucoup plus de monde. Voilà, c'est une question générale. Pour avoir visité l'appartement atelier de Raymond Darcier, c'est un espace assez intime, vraiment à l'échelle domestique, dans lequel pourtant elle expose ses travaux très fièrement, qui sont au mur. Et dans son autobiographie, elle le raconte, elle travaillait déjà de nuit parce qu'elle avait un emploi salarié. Et elle travaillait dans sa cuisine, dans sa chambre, comme elle pouvait. Donc peut-être que Marie pourra apporter des précisions techniques sur, par exemple, au nom du père, comment concrètement elle a pu créer cette œuvre, même si tu l'as brièvement expliqué pendant ta communication. Mais oui, c'était tout de même complexe vu la taille de son atelier. Alors, je pense qu'elle a expliqué que, en tout cas pour l'armure, l'armure a pris des bains dans sa propre baignoire. C'est-à-dire qu'elle a dû faire des traitements, des traitements assez difficiles de cette armure qui pèse 80 kilos, je crois, dans des conditions qui ne sont pas du tout idéales. Autre chose qui est assez intéressant, qui est sur la question de l'espace et de la visibilité, c'est que, à mon grand étonnement, Raymond Darcier n'a pas de galeriste, elle n'a pas d'équipe qui travaille pour le moment avec elle. Donc les ventes, elle s'en charge, elle se charge de tout. Donc il y a quand même quelque chose qui perdure depuis les années 70, une forme d'extraction, enfin, même si elle vend, effectivement, même si j'ai bien compris, il ne reste plus que l'armure. Voilà, tout le reste est parti et a été vendu. Sur la question de l'espace et de la visibilité, c'était ça. Par exemple, on peut parler de Kate Millett, qui, elle, avait un très, très grand atelier avec celui qui était à l'époque son mari, et qui raconte que la plupart des galeristes, en fait, malgré l'espace qu'elle occupait, traversaient son atelier pour aller directement dans l'atelier de son mari, sans regarder son travail à elle. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est assez double, c'est la matérialité de l'espace, et puis c'est la question de la réception. Voilà, et d'une espèce d'idée que la sculptrice doit être un sculpteur. Il y a une question derrière. Merci. Non, moi, je me demandais ce que quand on voyait l'image tout à droite, je ne me rappelle plus l'artiste, avec les corps, le ventre mou, avec le triple bourrelet. J'ai tout de suite pensé au travail de Prune Nourri avec la femme. Vous voyez la sculptrice Prune Nourri ? Vous connaissez ou pas ? Je vous ai pas entendu. La sculptrice Prune Nourri. Oui, bien sûr. Vous connaissez ? Oui. Du coup, j'ai forcément pensé à ça. Et je me suis demandé s'il y avait déjà eu une exposition sur les artistes femmes et le regard qu'elles portent sur les femmes elles-mêmes. Et en fait, j'ai pensé la place qu'on donne justement à la sculpture molle, et je me suis demandé si donner une place, élargir un peu le champ de lecture en se disant que c'est pas forcément la matérialité molle qui est intéressante, mais un travail plus général des femmes artistes sculptrices et le regard qu'elles portent sur... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que si c'est que du mou et de la maille, j'ai l'impression qu'on rétrécit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout ? Qu'en gros, Prune Nourri, d'élargir et d'insérer dans cette thématique un travail aussi sur d'autres matériaux qui sont plus durs. D'élargir et de se dire, voilà, c'est les femmes artistes sculptrices et le regard qu'elles ont sur les femmes et le corps de la femme, qui peut être intéressant, et du coup ne pas le réduire juste au textile. Non, c'est la mollesse qui ne serait pas réduite au textile.
Bon, c'est pas grave. Non, je suis navrée. Non, mais la conférence, elle est sur textile, donc c'est un peu... Une dernière question. Mais la question posée là, en fait, elle avait été initiée parce que nous sommes partis du travail d'Abakanowicz et du travail qui était un travail sur le textile comme une matière première. Donc ce n'était pas le fait de réduire la place des femmes au pur textile, c'était dans la perspective d'Abakanowicz qui, elle, a utilisé ce matériau comme vraiment un matériau fondamental qui est du début à la fin de sa création. Donc ça a généré et initié cette réflexion sur le textile. Mais ce n'était pas dans la perspective de réduire la place du féminin au textile. Si j'ai répondu un peu à votre suggestion. Moi, je m'interrogeais sur ce que vous avez dit, que c'est Raymond Darcier qui n'a pas de galeriste et qui a fait Du coup, elle fait le choix à qui je vends mes pièces. Et est-ce qu'elle a vendu qu'à des collections publiques ou est-ce qu'elle a aussi des collectionneurs privés? Et qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas s'il a des héritiers, des héritières. Voilà, c'est toute la question de la suite, non, de l'œuvre et où est-ce qu'on décide de faire circuler ces pièces. Et voilà. Je me permets de me joindre à cette question parce que tout à l'heure, j'étais frappée par la grande actualité de ces œuvres aujourd'hui et notamment dans la discussion qu'on a en France à propos de féminicide et tout ce qu'on peut entendre dans les médias actuels. Et il y a aussi cette artiste polonaise dont Małgorzata parlait tout à l'heure. Donc je me joins à cette question pour poser la question de suite. Est-ce qu'il y a des artistes contemporains qui puisent dans cet héritage des artistes féministes que vous avez évoqués? Voilà. Pour répondre à la première partie de la question, j'ai l'impression justement que Raymond Darcier vend davantage à des collectionneurs privés qu'à des collections publiques. Ce sont sans doute d'ailleurs ces collectionneurs privés qui prêtent aux institutions qui décident d'exposer dans le cadre de manifestations collectives temporaires son travail. Et il me semble pas que Raymond Darcier, enfin il me semble pas qu'elle ait d'héritiers ou d'héritières Raymond Darcier, donc ce travail ne peut pas être assuré par ces personnes qui n'existent pas. Et en revanche, je pense à plusieurs autres artistes des constellations féministes qui, pour le coup, sont représentés par des galeries. Fabienne Dumont a mentionné la galerie Arnaud Lefebvre qui a récupéré le fonds d'ESSI et qui mène tout un travail de valorisation autour de celle-ci, autant de vente à des institutions publiques qu'à des collectionneurs privés. Et pardon, la deuxième partie de la question, c'était... Est-ce que ça continue? Instinctivement, je n'ai pas de nom en tête, mais j'imagine que oui. Enfin, justement, la galerie Arnaud Lefebvre a organisé il y a quelques années une exposition autour d'Aline Dallier-Popper et des artistes féministes qui gravitaient autour d'elle. Et Arnaud Lefebvre a organisé toute une programmation avec des rencontres, des événements auxquels ont participé beaucoup de jeunes artistes de l'école des Beaux-Arts qui est juste à côté. Donc je pense que oui, il y a des liens, il y a des influences. On peut peut-être mentionner ici, pour finir, Małgorzata Mirgatas, qui est une artiste polonaise que vous connaissez peut-être, sinon c'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait, c'est bien de découvrir. Elle a été présentée il y a plusieurs années dans le pavillon de Biennale à Venise, par le pavillon polonais, et elle fait des quilts, elle les fait faire par sa grande famille et ses tantes, mais aussi des gens qui travaillent avec elle, des femmes qui travaillent, des femmes roms. Donc c'est un travail incroyable qui parle de la mémoire, d'héritage, de cette tâche ménagère également, de la communauté de femmes. Donc il y a beaucoup de sujets, y compris cette question rome, identitaire. Donc en tout cas en Pologne, vraiment beaucoup de femmes, beaucoup d'artistes travaillent dans ces champs-là. Et là, on va finir cette matinée. On peut bien sûr continuer de discuter entre les deux parties.
Merci beaucoup. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de rendre les écouteurs. Et les intervenants, on vous invite à un déjeuner. Voilà. Et sinon, on se retrouve à 14h ici. Merci beaucoup.